Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue dans cette nouvelle émission. Eh bien aujourd'hui on va inverser un petit peu les rôles, c'est pas, je dirais, Élémentaire qui va vous accueillir sur le plateau, quelque part, mais on va inverser les rôles, on va plutôt s'inviter chez vous, et s'inviter chez vous dans le cadre d'une grande étude sociologique qui a été menée par rapport à la qualité de l'air, à la perception de la qualité de l'air aussi, et comment on peut agir ou améliorer ses comportements vis-à-vis de celle-ci. On va le faire avec Gaëtan Brice-Pierre, qui est sociologue, qui nous rejoint. Bonjour Gaëtan. Bonjour Nicolas, merci de ton invitation. Mais tout le monde est le bienvenu sur ce plateau, c'est toujours ouvert. On est là pour positiver, on est là pour expliquer les choses de la manière la plus claire et la plus simple possible. Le but, comme à chaque fois, vous le savez très bien ici sur l'émission, c'est tout simplement ne pas convaincre, on s'en fiche. On veut donner à réfléchir et c'est peut-être ça qui va nous aider à progresser, à se dire tiens, finalement, ça je pourrais l'améliorer dans ma vie ou ça je devrais peut-être un petit peu l'abandonner pour être mieux. Notamment, on va penser à cette actualité récente qui vient de l'Angleterre, par exemple, où il commence à se dire que toutes les générations après 2009 n'auront plus le droit d'acheter du tabac et donc de fumer, quelque part. Donc ça va, on parle de qualité de l'air, c'est quelque chose d'assez impactant, d'assez marquant. Qu'est-ce que ça va donner derrière à suivre. Bien entendu, ça fait partie des sujets. Bien que on le sache, mine de rien, quand on est dans un espace clos, qu'on fume une cigarette qui prend 2-3 minutes, on va retrouver les traces de la pollution pendant 2 à 3 mois derrière, même en utilisation normale de cette pièce. Donc un petit geste, quelquefois, on ne fume pas, mais on va amener un geste bien pour 3 mois derrière. C'est une autre manière de le voir, mais qui est tout aussi, je dirais, efficace. Et puis, on va pas empêcher les fumeurs de fumer, on dit juste faites-le avec parcimonie ou faites attention à vous dans tous les cas, bien entendu. Alors, Gaëtan, en extérieur. Ou en extérieur. Alors en extérieur, on peut parler d'une chose. Est-ce que vous savez que l'air, à partir du moment où on a peu de mouvement, il a un impact en termes de ressenti, d'odeur par rapport à ça, 20 mètres autour d'une porte d'entrée ou d'une fenêtre. C'est l'aura tabagique, quoi. C'est l'aura tabagique. Ouais. Et puis si on est au pied d'un bâtiment et qu'on fume, quel que soit, ou qu'il y ait une fumée de quoi que ce soit d'autre, on va y avoir un impact jusqu'au 5e étage, mine de rien, où on va s'en apercevoir. Voilà, tout ça. Allez, on a dit qu'on donnait à réfléchir. On va partir comme ça pour réfléchir de cette manière, mais surtout, on va parler, mon cher Gaëtan, de la qualité de l'air intérieur des logements, avec toi, et de la culture habitante et des ressorts du changement. Ça fait beaucoup de choses en une phrase, ça. Ouais, tu nous décryptes un peu ? Oui, on a effectivement, avec l'ADEME et Leroy Merlin Source, on a voulu lancer une étude autour de habitants et qualité de l'air intérieur. Et finalement, voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui, à la base, n'est pas très grand public, plutôt un sujet d'experts, etc. On avait envie, justement, d'aller voir du côté des habitants comment, eux, ils percevaient ce sujet-là et comment est-ce qu'ils pouvaient aussi progresser sur cette question-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une démarche originale, c'est assez inédite, ça s'était jamais fait. On a mêlé à la fois approche ethnographique, donc on a regardé les comportements, on a enquêté. C'est les comportements purs et durs, l'ethnographie. C'est ça, c'est de l'observation de comment font les gens. On n'est surtout pas là pour leur dire, en tout cas sur cette approche ethnographique, comment ils doivent faire. Déjà, on les écoute, on regarde comment ils font. On les interviewe, on les observe. On a passé des demi-journées en fait chez des familles pour comprendre un peu comment elles fonctionnaient par rapport à cette qualité de l'air intérieur. Et puis, on a mixé ça avec une démarche d'accompagnement au changement qui était portée par Claire-Sophie Coudevez du cabinet Medieco, qui était ma partenaire sur cette étude. On salue Sophie, elle est venue plusieurs fois aussi sur le plateau de l'émission. Grande qualité, Sophie. Et donc, du coup, on a inventé une démarche d'accompagnement mêlant à la fois écoute, sensibilisation aux enjeux, processus d'engagement dans l'action. Et donc, on a proposé à ces ménages, après la visite à domicile, d'expérimenter pendant 3 mois la mise en place d'un certain nombre de bonnes pratiques. Et puis, on les animait à travers un groupe WhatsApp. Ça, c'était aussi une originalité de la démarche pour les encourager, finalement, dans la mise en place de ces bonnes pratiques. Et puis, on a fait un bilan à la fin, évidemment, avec eux pour voir le chemin qu'ils avaient pu parcourir. Alors justement, Gaëtan, tu parlais des 3 mois. C'est
ces 3 mois sont un ordre de grandeur, enfin une temporalité qui est liée peut-être au temps de différentes interactions avec les occupants, de manière à les laisser le temps de digérer, de revenir, de réfléchir sur le sujet, ou c'est 3 mois pour dire c'est parce qu'on prend le train, on a besoin de venir les voir à telle date et on repart à telle date. Non, c'est pas ça, je pense. C'était en fait, on avait un premier temps qui était cette demi-journée sur place où il y avait à la fois le sociologue et l'experte. Et puis après, on leur donnait environ 3 mois pour tester finalement les bonnes pratiques, les mettre en place. C'était aussi un moment dans lequel on pouvait justement les animer. Alors c'est vrai que c'est une durée qui s'est avérée suffisante pour changer tout un tas de gestes autour de l'aération, éventuellement sur certains choix de consommation. Pour les gestes qui relèvent plus des travaux, évidemment, 3 mois... ça s'est pas avéré suffisant. Mais est-ce que ça s'est quand même avéré suffisant pour leur faire prendre conscience, vous parlez des travaux, de se dire, j'ai peut-être, on va peut-être parler du système de la ventilation, puisqu'elle est là présente, aération, oui, ventilation, c'est pas tout à fait la même chose, il y a une efficacité différente l'un et l'autre, mais ce qui veut dire, c'est est-ce que certains ont pris conscience à un moment donné qu'il faut aller plus loin et regarder les systèmes qui interagissent dans le logement pour être bien. Et peut-être déjà pas boucher les entrées d'air, comme on le dit quelquefois, mais... En fait, comment ça a été perçu ? C'est que déjà, on n'est pas allé... on n'a pas travaillé avec monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de dire. On a travaillé avec 12 familles qui avaient un profil qu'on qualifie de réflexif sur la qualité de l'air intérieur. Ça veut dire qu'ils avaient déjà un peu réfléchi au sujet. Et comment on le savait ? C'est qu'on les a sélectionnés par rapport à des pratiques qu'on estimait être indicateurs de cette réflexivité sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'était pas forcément des choses extraordinaires. C'était par exemple des personnes qui avaient utilisé une peinture moins toxique, donc peinture naturelle, minérale à base d'algues, etc. Ça pouvait être des gens qui avaient installé une ventilation dans le cadre de travaux de rénovation. Alors, à toi, ça te paraît basique, mais... je veux dire, on sait que dans les travaux de rénovation, c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre parce qu'on en parlera avec un invité qu'on recevra dans quelques temps à l'émission. Mais à un moment donné, on a toujours pensé, on traite le chauffage, l'isolation, puis peut-être la ventilation un jour si on y pense. Là, non, on remet aussi ça en perspective et dans l'ordre des choses, puisque il est important dans nos logements, on va dire ça comme ça, il y a de l'air neuf qui rentre, on dilue, on évacue les polluants. Donc à un moment donné, il faut que le travail se fasse de la bonne manière sans qu'on y pense. Et ça fait partie de l'équation. Et pour terminer, donc, il y avait aussi certains des ménages avec lesquels on a travaillé qui avaient emprunté un capteur de qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est sans doute ceux qui étaient le plus avancés dans la conscience de l'enjeu de la qualité de l'air intérieur, puisqu'ils avaient voulu mesurer à un moment donné où est-ce qu'ils en étaient sur ce sujet-là. Voilà, donc en fait, on a travaillé avec des ménages qui étaient déjà en action, en mouvement sur le sujet. Et quand on a une approche qualitative comme celle qu'on a utilisée, on n'est pas dans le cadre d'un sondage sur 1000 personnes, etc. C'est intéressant d'aller voir des ménages qui ont une certaine expertise, ou en tout cas une certaine expérience à nous livrer, qui ont fait leurs propres expérimentations. C'est là où on va récolter des matériaux assez riches sur les processus de changement à l'œuvre quand on veut améliorer la qualité de l'air. C'est super intéressant, c'est que ceux qui sont venus, je repense à peut-être à la proportion qui s'est intéressée dans le choix que vous avez fait des familles, c'était des familles de combien de personnes ? Il y avait de tout. Il y avait de tout. Voilà, ça allait du célibataire à la famille avec 2-3 enfants. Oui, donc on a vraiment un panel aussi. Différents âges, différentes localisations géographiques, maisons et appartements, etc. D'accord. Moi, la question qui peut être intéressante de regarder, c'est ceux qui sont venus vers les détecteurs de qualité de l'air. En fait, ils ont pu quelque part avoir une indication de la mesure et de ce que ça donnait chez eux, et quel regard ils avaient vis-à-vis de celle-ci. Parce que, en fait, ils sont peut-être avertis, mais à un moment donné, quand on n'est peut-être pas accompagné, je mesure quoi, pourquoi, avec quelles conséquences ? Oui, alors, c'est pas des ménages qui avaient acheté un capteur, déjà, c'est des ménages qui l'avaient emprunté à une ALEC, donc une agence locale de l'énergie et du climat, qui ont ces missions de conseil en rénovation. Donc, en fait, ce qu'on voyait, c'est que cette mesure, elle venait prendre sens déjà dans un parcours de travaux. Souvent, il y avait l'idée de voir est-ce que les travaux avaient amélioré la qualité de l'air intérieur de mon logement. Ce qu'on a constaté, c'est que, en fait, chez ces ménages-là, la mesure en tant que telle, le fait d'avoir un capteur
ne leur donnait pas une posture réflexive sur le sujet. Ça allait pas faire d'eux des connaisseurs de la qualité de l'air. Est-ce que ça les alertait? C'est très compliqué d'analyser les résultats ouais. De ces capteurs. Et donc, c'est bien un indicateur qui a un intérêt, une volonté d'aller plus loin. Mais par contre, on voit qu'il manquait d'une démarche d'accompagnement plus globale. Et justement, on leur a apporté à travers notre démarche. Mais à la base, voilà, ils étaient quand même un peu déçus de cette expérience avec le capteur. Ils n'en avaient pas tiré grand-chose finalement. D'accord. Et c'est des détecteurs qui indiquaient des niveaux ou qui donnaient, on en voit beaucoup qui ont carrément des codes couleurs qui sont l'alerte vert, jaune, rouge. Non, on n'était pas sur des systèmes simplifiés, c'était des kits de mesure avec un débrief derrière, avec un conseiller de l'ALEC. Ouais, parce que moi je me souviens d'une personne qui un jour m'avait questionné, qui venait de Grenoble. Elle faisait partie d'un panel justement de test des détecteurs et elle comprenait pas le détecteur à Grenoble parce qu'il était vert. Oui, elle dit c'est pas possible, il peut pas fonctionner puisqu'à Grenoble c'est une mauvaise qualité de l'air qui est connue. Elle dit c'est pas normal qu'il soit vert et d'habitude il est tout le temps au rouge. Et si, il y a des jours où c'était bon. Donc voilà, il y a vraiment deux aspects de celui qui va se dire tiens ça m'alerte parce que c'est moins bien. Puis mais c'est vrai que dans notre projet, c'est vrai que sur le sujet de la qualité de l'air, ça se fait beaucoup de mesurer. On mesure, on a des campagnes de mesure et c'est évidemment très utile. Nous, dans ce projet-là, on a voulu se démarquer de cette approche qui est un peu dominante et vraiment miser sur l'accompagnement humain. Voilà, parce qu'on avait le parti pris que c'est pas la mesure en tant que telle qui va déclencher du changement de comportement, mais c'est vraiment l'accompagnement des ménages. Voilà. Alors, dans cet accompagnement des ménages, s'il y a des points qui peuvent permettre de faire prendre conscience de ce changement, parce qu'à un moment donné, la conduite du changement démarre par se dire qu'il faut amener un changement, c'est déjà la base, parce que si on se dit il faut du changement et qu'on le fait pas, on va aller nulle part, ou on va pas aller bien loin du moins, ou peut-être faire des bêtises. Mais ça a été sur quels aspects, notamment, parce qu'il y a plusieurs règles pour s'assurer ou plusieurs visions qui vont nous permettre de voir qu'on a une bonne ou une moins bonne qualité de l'air chez soi. Ça a été quoi sur, on peut le dire, les matériaux, les produits d'entretien, la cuisson, etc. Qu'est-ce qui les a marqués peut-être, ou qu'est-ce qui ressort le plus? Alors ça a été vraiment sur tous les aspects, mais je vais détailler un petit peu. Déjà, on a des ménages avec des profils qui en étaient à des étapes différentes. Mais pour certains qui étaient les plus novices, clairement, le projet a permis déjà de prendre conscience de l'enjeu de la qualité de l'air intérieur. Certains partaient du fait que chez eux, ils étaient protégés et donc que la qualité de l'air intérieur était bonne, alors qu'à l'extérieur, il y avait la pollution. Voilà, donc c'est aussi casser cette idée reçue-là, amener la conscience d'un certain nombre de sources de pollution et aussi pointer des pratiques et donc qui pouvaient poser problème. Et donc c'est vrai que l'importance de l'aération et pas seulement une fois par jour, 2 fois par jour. Pour certains ménages, ceux qui étaient les plus profanes sur le sujet, clairement le projet et la démarche d'accompagnement qu'on leur a proposée leur a permis vraiment de passer un cap. Certains ont joué au bon élève, on leur demandait de sélectionner un nombre de bonnes pratiques à mettre en place et vraiment ils ont joué le jeu. Quelque chose qui a été fort aussi comme prise de conscience, c'est le fait de dépasser l'idée qu'il n'y a que l'aération sur lequel je peux agir. Parce que souvent les ménages disent pour la qualité de l'air il faut aérer, d'ailleurs c'est vrai. Loin de moi de dire le contraire, mais... Il faut aérer, mais ça suffit pas. C'est ça. C'est peut-être un petit peu limité comme approche. Et on sait qu'au moment du Covid, l'aération a été érigée en geste barrière aussi, donc a pris aussi une importance dans le discours public. On savait quelque part, et on en a déjà parlé sur le plateau aussi avec le docteur Fabien Schinazi, on sait quelque part également que dans le cas de la Covid et dans le cas du parc de logements français, il n'y a pas de la ventilation partout. Et donc le minimum qui était à faire, c'était au moins d'ouvrir les fenêtres. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette prise en compte. Et on sait qu'il y a 37,5 millions de logements, il y en a 21 millions quasiment qui n'ont pas de ventilation, sachant que pour une ventilation qui fonctionne, il faudrait en équivalence ouvrir les fenêtres un quart d'heure toutes les heures. On a cette notion-là qui est là et on comprend bien toute l'importance du renouvellement de l'air. C'est un message qui est important, mais qui peut peut-être avoir tendance à cacher un peu les autres marges de manœuvre qu'ont les habitants. Et donc notamment sur la ventilation, mais aussi sur les choix de consommation courante. Quel type de meubles j'achète, quel type de peinture, les produits ménagers, évidemment. Et donc pour les ménages, ça a été aussi cette prise de conscience du fait qu'ils avaient d'autres marges de manœuvre que simplement l'aération. Alors, ces marges de manœuvre, pour rentrer un petit peu dans le détail. Donc la ventilation,
clairement, là, on a été super surpris avec Claire-Sophie Coudevest de Medieco, qui, voilà, elle est quand même une experte sur ces sujets de ventilation. Pour le coup, les habitants, on voyait bien que eux, ils maîtrisaient pas du tout le sujet, que déjà, ils confondaient complètement les modèles de ventilation. Certains nous disaient qu'ils avaient une double flux, alors que c'était une simple flux. D'autres prenaient leur pompe à chaleur pour une ventilation. Est-ce qu'ils voyaient le ventilateur, la pompe à chaleur, voilà, peut-être, ça envoie de l'air, quoi. Et donc, il n'y a pas cette perception du mode de fonctionnement de la ventilation. Donc, ils voient les bouches, ils savent que voilà, c'est un rapport avec la ventilation, mais ils n'ont pas le schéma aérolique dans la tête. Et notamment, il y en a beaucoup qui découvraient l'existence des entrées d'air dans les fenêtres. Et donc, derrière, ça veut dire que voilà, il n'y a pas forcément une conscience de l'entretien, de la nécessité de l'entretien, qui est une opération qui se révèle assez complexe. Puis aussi, on a pu détecter dans l'enquête des dysfonctionnements des systèmes de ventilation. Il y en avait chez qui la ventilation n'était pas activée électriquement. Évidemment, la ventilation chez certains pouvait être bouchée. En fait, les habitants ne voient pas très bien les marges de manœuvre qu'ils ont dessus. Donc là, ils ne voient pas l'air puisqu'il est invisible. Ils ne voient pas l'air. C'est déjà le premier des éléments. Ils sentent bien que le système de ventilation, il n'est pas très user-friendly, si je puis me permettre. C'est-à-dire en français dans le texte. Voilà, il n'a pas été conçu pour être facile d'utilisation par l'usager lambda. Et donc, un manque d'intuitivité. Exactement. On est loin du smartphone. Voilà, il faut plus qu'un mode d'emploi pour comprendre comment fonctionne un système de ventilation. Donc voilà, là, il y a vraiment une marge de progrès très, très importante. Et c'est vrai que la démarche d'accompagnement a permis de le faire dans une certaine mesure. C'est-à-dire que certains habitants ont un peu ouvert cette boîte noire de la ventilation, mais on est quand même tombé assez vite sur des limites. Quand on est en copropriété, cette ventilation, elle est une partie commune. Et donc, si on veut véritablement améliorer des choses, très souvent, ça demande des décisions d'AG. On ne sait pas trop vers quel type de professionnel se tourner. Voilà, donc... Et puis, la caractéristique de la copropriété, la typologie des bâtiments, leur conception, fait qu'aussi peut-être cohabiter différents systèmes. Et différents systèmes qui vont être gérés différemment au niveau de la copro, et où pour une partie, ça fonctionne, et pour l'autre partie, il va falloir changer les statuts ou changer les règles. Et là, on rentre dans des considérations ultra complexes. Harmoniser les bouches de ventilation entre les différents appartements, c'est une mesure qui est préconisée, mais qui en fait est d'une complexité énorme à mettre en place dans les logements. Donc voilà, on a un peu buté sur cet aspect transformation finalement des systèmes de ventilation. Alors, en ce qui concerne, on vient de parler de la ventilation, on a bien compris, et on peut redire aussi, l'air est en gros 8 fois plus pollué dedans que dehors, avec tout ce qu'on peut charger à l'intérieur de notre logement. Je le dis de temps en temps sur l'émission, on a transformé nos logements en des succursales d'Amazon. On adore avoir plein de choses autour de nous, on collecte, on achète, on garde, on traite, mais c'est pas forcément nos amis d'en avoir des masses comme ça. Et on a aussi des cumuls qui sont sur les produits d'entretien, qui sont sur d'autres produits, encens, parfums et autres. Ouais, et là-dessus, leur perception vis-à-vis de ces cosmétiques, parfums et autres, ça c'est intéressant de... c'est qu'en fait, effectivement... Si ça sent bon, c'est peut-être pas si bon que ça. Alors, voilà. Alors, mais généralement, si ça sent bon, on se dit que c'est bon. Effectivement. Claire-Sophie, elle disait tout souvent au ménage, le propre n'a pas d'odeur. Mais pour beaucoup de ménages, l'odeur de propre, qui est en fait l'odeur des parfums de synthèse qui sont dans les produits ménagers, était un indicateur que leur logement était sain puisqu'il était nettoyé. Donc on voit que la culture profane de la qualité de l'air intérieur, celle des ménages finalement, elle est en décalage avec les connaissances scientifiques. Donc là, il y a vraiment un effet de rattrapage à avoir. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que aujourd'hui, voilà, il y a une approche un peu curative de la qualité de l'air intérieur. Il faut aérer, il faut ventiler. Mais je pense qu'au niveau des ménages, il faudrait aussi les amener vers une approche que nous, on a appelée préventive, c'est-à-dire limiter les sources de pollution dans le logement. C'est la base de moins polluer pour moins avoir à traiter le polluant. Exactement. Et donc ça, c'est pas des petits gestes. C'est toute une révolution du quotidien. Parce qu'il va falloir, tu parlais du tabac, peut-être changer pour les fumeurs certaines pratiques. On peut être attaché à certains parfums d'ambiance, encens, bougies, etc., qui sont pas géniaux. Moi, j'ai un exemple tout bête. Un ami qui est féru de détection,
qui a mis un détecteur dans ses toilettes, un peu partout dans la maison. Et puis quand il n'est pas là chez lui, à 14h, il y a le soleil qui tape sur la fenêtre des WC et il y a le désodorisant à mèche. Et en fait, il passe à un taux de polluant qui augmente dans ses WC de 800 fois. Voilà, donc les désodorisants... Parce que la chaleur et la luminosité qui tapent directement, ça aide à la dilution finalement et à l'évaporation du sujet. Donc, on pense bien faire, mais pas forcément. Voilà, il y a la cheminée, il y a l'achat des meubles. On sait que voilà, quand on achète des meubles neufs, il y a des COV qui se dégagent, etc. Donc, en fait, il y a toute une galaxie de pratiques à modifier. Et donc là, il y a vraiment une problématique de conduite du changement de comportement et d'accompagnement sur le long terme. Il va falloir se détacher d'un certain nombre de pratiques nocives pour adopter des pratiques alternatives qui sont meilleures pour la qualité d'air. Et là, moi qui ai très longtemps travaillé sur la question des économies d'énergie, j'y travaille encore, j'ai retrouvé une analogie sur cette façon d'accompagner le changement de comportement qui serait nécessaire. Mais donc on voit qu'on est face quand même à quelque chose d'assez lourd en termes d'évolution du quotidien pour les ménages. Ce qui est lourd, on fait un parallèle à la découverte de fonctionnement de notre cerveau. On serait, en gros, avec ce que tu dis Gaëtan, on est en terra incognita. Complètement, et sur la ventilation, sur ces produits, on voit que la qualité de l'air, c'est pas justement comme les économies d'énergie, où c'est un sujet, moi quand j'ai commencé à travailler dessus il y a 15 ans, on en parlait déjà, mais il n'avait pas du tout atteint chaque Français dans son foyer, comme c'est le cas aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu suite à la guerre en Ukraine, etc. La question de la sobriété, elle a vraiment été mise au plus haut niveau de l'agenda politique, beaucoup de communication, etc. Ça a vraiment amené ce sujet-là dans le quotidien. Et il y a eu tout un parcours qui a été suivi. Sur la qualité de l'air intérieur, à mon avis, on n'en est encore qu'au début. Et on a comme ça tout un parcours pour faire que ce soit un sujet approprié par les ménages dans leur vie quotidienne. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a plu beaucoup dans l'étude. Il a été qualifié 5 idéotypes d'habitants. En fonction de la qualité de l'air intérieur, on va avoir l'insouciant, le maniaque, le cohabitant, le copropriétaire et le rénovateur. Un petit mot sur chacun ? Oui, un petit mot sur chacun. Quand on fait de la sociologie, on constate la diversité des attitudes des ménages face au sujet qu'on traite, mais on essaye toujours de les ramener à quelques types pour essayer d'y voir plus clair, finalement. Et donc là, on a voulu qualifier le rapport des ménages à la qualité de l'air intérieur. Et donc, pour aucun d'entre eux, c'est vraiment un sujet central, mais ils ont quand même tous un lien avec ce sujet. Et donc, il s'agit de dire lequel. L'insouciant, on comprend vite que c'est celui qui a aucune connaissance du sujet, qui pense que l'air intérieur est meilleur que l'air extérieur, etc. Là, on est dans le cadre où le logement est en fait un peu considéré comme l'école, un sanctuaire. Ouais, c'est et ça. On se dit qu'on est protégé chez nous, finalement, c'est pas vraiment le cas. Majoritaire, dans le cas majoritaire. On a ce qu'on a appelé le maniaque. Donc le maniaque, c'est celui qui nettoie beaucoup, qui a une préoccupation pour l'hygiène, voire la purification de son domicile, et donc qui va utiliser beaucoup de produits ménagers considérés comme très efficaces, mais souvent qui ont des impacts négatifs. Alors, l'impact de ces produits, ça c'est une question sous-jacente. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'on peut être maniaque, mais utiliser les produits quand même dans les bonnes proportions? Est-ce que là, on est face à des personnes qui mettaient, au lieu de 5% de dilution dans la javel, on la connaît, ils forçaient peut-être aussi les doses? Oui, c'est de la javel pure, ou c'est... ça décape bien. C'est ces produits qui vont être vendus en grande surface ou autre pour leur efficacité. Alors après, on a un autre profil qui est le copropriétaire. Donc là, on voit que pour lui, la question de la qualité de l'air intérieur, elle va renvoyer à la question de la ventilation dans l'immeuble, parce qu'elle peut être une gêne, il y a du bruit, ça envoie du froid. Et donc, est-ce qu'il va la boucher ou pas? Finalement, ça marche de manœuvre principale. Et donc là, on voit bien que c'est l'aspect partie commune, ventilation comme partie commune, qui va être prédominant. C'est quand même terrible de dire à l'instant que la qualité de l'air est meilleure dans tous les cas dehors par rapport à dedans, et d'entendre que la ventilation va me gêner, donc je la bouche, donc on accentue encore le phénomène. On accentue le phénomène sans en être
forcément bien conscient. Voilà. Après, on a identifié aussi un type qui est le cohabitant. Donc ça, c'est quand la question de la qualité de l'air intérieur, elle va renvoyer aux règles de vie communes dans le logement. Donc typiquement, c'est quand vous avez des ados qui aèrent jamais leur chambre, ou quand vous êtes en coloc, qui est-ce qui va s'occuper d'aérer, de nettoyer les bouches de ventilation, etc. Et puis un dernier profil qu'on appelait le rénovateur, c'est quand ce qui domine la qualité de l'air intérieur, c'est la question des travaux, et notamment de l'arbitrage sur le choix de la ventilation. Voilà, est-ce que je mets une double flux, est-ce que je mets une simple flux, est-ce que je fais ça en auto-rénovation ou en faisant appel à des professionnels. Est-ce que je le traite aussi de la bonne manière? Parce qu'il y a un article qui est passé cette semaine, notamment qui vient de l'ANA, et qui repose aussi que les bons gestes vis-à-vis de la rénovation dans un logement, on commence par l'isolation, puis la ventilation, et après on met en adéquation avec les deux premiers aussi le système de chauffage et de chauffage de l'eau chaude sanitaire pour avoir un complexe qui fonctionne bien dans le bon ordre. Alors c'est pas toujours le cas. C'est la théorie, et c'est vrai que ce qu'on a constaté dans cette enquête, mais aussi dans un grand nombre d'enquêtes de terrain que moi j'ai pu faire sur la rénovation énergétique, c'est que finalement cette question de la ventilation, c'était un peu la dernière roue du carrosse dans les choix des habitants. Voilà, on fait le chauffage, on fait l'isolation, et la ventilation, on la fait pas ou on la fait en dernier. Parfois, on fait la hotte de la cuisine avant la ventilation parce que les habitants considèrent que c'est plus important, alors que voilà, on pourrait se poser la question. Voilà, donc effectivement, je pense que aujourd'hui, vu l'accent que mettent les pouvoirs publics, et à juste raison, sur la rénovation énergétique, c'est essentiel de mieux traiter la qualité de l'air intérieur dans ce cadre-là. Alors du coup, on va arriver au mot de la fin, parce qu'on pourrait en parler des heures sur le plateau de l'émission. Comment on peut avoir accès à ces données ou à cette information? Parce que finalement, ça n'a pas été fait au hasard, cette étude. Elle permet de mettre en lumière beaucoup de choses. Elle peut être inspirante aussi pour beaucoup. Oui, donc, comment on va la retrouver, le mot de la fin pour toi, Gaëtan, et puis donner l'information à tous ceux qui nous écoutent et toutes celles de se dire, je vais retrouver les éléments à quel endroit? C'est assez facilement sur mon site, sur le site des partenaires ADEME et Leroy Merlin Sources. C'est une étude qui est assez prolifique, donc il y a à la fois un rapport ethnographique, un rapport plus sur la démarche d'accompagnement. Ce qui peut intéresser les professionnels, c'est que tous les outils d'accompagnement qu'on a créés, ils sont en open source, donc ils peuvent être repris, adaptés, etc. Puis après, évidemment, il y a des éléments de synthèse. Voilà. Et nous, ce qu'on espère avec Claire-Sophie de Medieco, c'est que ça puisse inspirer des professionnels qui sont déjà en situation de conseil auprès des ménages pour qu'ils perfectionnent un peu leur approche sur ce sujet de la qualité de l'air qui, on l'a vu, a besoin d'être poussé au niveau des habitants où il y a des marges de progrès assez importantes. Il y a un travail depuis des années et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Comptez sur nous, mon cher Gaëtan. Vous toutes et vous tous également, c'est la fin de cette émission. Je le rappelle, pour retrouver les éléments de cette étude, c'est la qualité de l'air intérieur des logements, culture habitante et ressort du changement. Donc n'hésitez pas, il faut s'ouvrir l'esprit pour agir et non pas juste attendre que les choses nous tombent toutes cuites dans les mains, parce que ça marche jamais. Si on prend pas à bras le corps, nous, ce qu'on a décidé de faire avancer, c'est toujours la meilleure des solutions. Merci encore Gaëtan. Merci. Au plaisir de se revoir. Et puis d'autres études sur la qualité de l'air sûrement à retraiter et à retrouver sur le plateau, et vous le retrouvez également sur notre podcast sur radio-imo.fr. Element Air. Mon cher Nico, à très bientôt, bon air à vous, et sortez, marchez, aérez-vous et prenez du plaisir chaque instant. Au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.